La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le gouvernement allemand appuie une fois encore le Togo. Ce sera dans 3 secteurs clés: l'énergie, la santé et l'éducation. Les clauses de l'accord signées ce jour dans ce journal. Connaissez-vous réellement la Cour des comptes et son fonctionnement? Sûrement que non. Eh bien, l'institution veut mieux se faire connaître à travers son plan stratégique. Et les détails dans cette édition. Et puis, comment s'est déroulée la transhumance 2019? Le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage a rencontré les différents acteurs pour en parler justement. Et c'était du côté de Blita. Voilà donc pour les titres. En visite officielle au Togo, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, a été reçue ce jour par le Premier ministre Komi Selom Klassou, chef du gouvernement. Au menu des échanges, le renforcement des relations bilatérales entre l'OIF et le Togo. L'Organisation de la francophonie œuvre pour, entre autres, la promotion de la langue française et la diversité culturelle et linguistique. Elle milite également pour l'enracinement de la paix, la démocratie et les droits de l'homme à travers le monde. Et la secrétaire générale de l'OIF a également échangé avec la présidente de l'Assemblée nationale. Les questions sociopolitiques, l'éducation de la jeune fille et la célébration du cinquantenaire de l'organisation étaient entre autres sujets abordés par la présidente Yawad Sigbori Tiegan et Madame Mushikiwabo, que nous écoutons au micro de Isaka Aruna. C'est avec plaisir que j'ai pu m'entretenir ce matin avec Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. D'abord, je me réjouis du fait que l'Assemblée nationale togolaise est dirigée par 2 femmes, parce que la vice-présidente est une femme aussi. Je pense que ce qui est important, c'est des femmes de mérite. Être femme tout seul ne suffit pas. C'est la qualité du travail, c'est l'engagement pour le pays qui est important. Mais nous avons pu nous entretenir de l'implication et du travail de l'Organisation internationale de la francophonie dans ce pays. Le Togo étant le pays qui abrite notre bureau régional, qui couvre donc 13 pays à partir de Lomé. C'est en grande partie la raison pour laquelle j'ai voulu effectuer ce voyage au Togo, puisque vous êtes notre couverture régionale. Le Togo aussi, comme j'ai bien pu l'expliquer à Madame la Présidente et à son équipe, est un pays avec lequel nous avons de très bons programmes qui réussissent bien, qu'on veut d'ailleurs pouvoir étendre sur toute la région. Je lui ai fait part de notre collaboration souhaitée avec notamment l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la branche togolaise de l'APF, sur des questions qui touchent à notre société aujourd'hui. Les questions liées à l'éducation des filles, par exemple, au débat politique démocratique sain. Nous avons échangé sur la nécessité pour les parlementaires de collaborer, de travailler avec notre organisation sur les questions d'identité, de citoyens, d'enfants sans identité. C'est un fléau dans l'espace francophone. Et bien sûr, nous avons évoqué le cinquantenaire de la francophonie qui s'en vient dans quelques mois. L'année 2020 étant l'année du cinquantenaire de la francophonie, nous allons lancer cet anniversaire à Niamey le 20 mars de l'année prochaine. Et
les célébrations et la réflexion sur notre organisation va continuer jusqu'au sommet du cinquantenaire qui se tiendra à Tunis en décembre 2020. Donc autant de sujets d'intérêt commun et puis pour moi c'est un plaisir de revenir à Lomé, une belle capitale. Et puis sachez que les députés de la 6e législature sont réunis ce mercredi pour la 12e séance de la 2e session ordinaire de cette année. Ils ont voté à l'unanimité la seconde loi rectificative de finances en gestion 2019. Elle s'établit en recettes et dépenses à 1430,1 milliards de francs CFA contre 1381,9 milliards dans le collectif initial, soit une hausse de 3,5%. Et cette seconde loi rectificative tient compte notamment des ressources de trésorerie dues à la privatisation de la société Togocom. Selon le gouvernement, c'est pour un souci de transparence et de sincérité budgétaire. Après cet exercice, les députés planchent sur l'étude de la loi de finances gestion 2020. Et tout ceci sous la conduite de la présidente du Parlement, Yawa Diboli Tiegan. Et la discussion parlementaire est toujours en cours en ce moment et justement pour doter le pays du budget exercice 2020. Et nous aurons donc les conclusions dans nos prochaines éditions. Plus de 33 millions d'euros, soit 22,11 milliards de francs CFA. C'est le montant de l'enveloppe financière mise à la disposition du Togo par la République fédérale d'Allemagne. L'enveloppe servira à financer 3 grands projets pour le compte des ministères de l'énergie, de l'enseignement technique ainsi que celui de la santé. Le compte rendu avec Ferdinand Diassoa. La République fédérale d'Allemagne met à la disposition de l'État togolais un appui financier additionnel de 33 700 000 euros, soit environ 22,11 milliards de francs CFA. L'enveloppe répartie comme suit servira à financer 3 projets. 10 700 000 euros, soit environ 7 milliards de francs CFA pour la réhabilitation, l'élargissement et l'équipement d'institutions de formation dans le cadre de la phase 4 du projet formation professionnelle et emploi des jeunes. 8 millions d'euros, soit 5 milliards de francs CFA pour la réhabilitation, l'extension et l'équipement des formations sanitaires de la région de la Kara pour le compte de la phase 2 du projet renforcement du système sanitaire, santé reproductive et droits sexuels. Les 15 millions d'euros restants, soit environ 10 milliards de francs CFA, serviront à financer la phase 2 du projet approvisionnement en énergie. L'ambassadeur d'Allemagne a réaffirmé l'engagement de son pays à accompagner le Togo dans ses efforts pour l'amélioration des services publics de base. C'est pour moi l'occasion de, bien sûr, reconfirmer l'attachement de l'Allemagne pour la coopération avec le Togo. Mon appel est maintenant au cadre du gouvernement du Togo, mais aussi à nos experts, de maintenant faire les pas nécessaires qui doivent suivre pour vraiment mettre en œuvre ou utiliser cet argent qui est maintenant à la disposition pour notre coopération et pour votre pays. La ministre en charge de la planification du développement et de la coopération a salué cet accompagnement de l'Allemagne qui s'inscrit dans la dynamique de la coopération entre les deux États. Au terme de la signature de cet accord, il m'est particulièrement agréable, au nom du président de la République, son Excellence M. Faure Essozim Nanyasingbe, et de celui du gouvernement togolais, d'adresser nos vifs et sincères remerciements aux autorités de la République fédérale d'Allemagne pour leur appui technique et financier et leur disponibilité manifeste à accompagner le gouvernement dans ses efforts pour la mise en œuvre du plan national de développement prévu pour 2018 et 2022 dans l'intérêt des populations togolaises. Cette cérémonie de signature matérialise une fois encore l'importance de la coopération entre nos deux pays. Nous nous félicitons de ce qu'elle se déroule un mois après le séjour à Berlin du chef du gouvernement, Dr Komi
Selom Klassou, qui a représenté le chef de l'État dans le cadre du sommet G20 Compact with Africa. À cette occasion, le Premier ministre a fait une présentation des projets en cluster sectoriel en présence des chefs d'État et de gouvernement. Il a fait une autre présentation aux investisseurs allemands sur les opportunités qu'offre le Togo aux petites et moyennes entreprises allemandes dans le cadre de la réalisation du PND. En procédant au nom du gouvernement togolais à la signature de cet accord de coopération financière, nos deux pays, le Togo et l'Allemagne, matérialisent les conclusions du procès verbal ayant sanctionné les négociations intergouvernementales germano-togolaises qui se sont déroulées en mars 2019 à Lomé. Cet accord devrait permettre de financer la poursuite de la mise en œuvre des projets dont les résultats contribueront sans doute à l'atteinte des objectifs fixés par le PND et partant ceux des ODD. Un comité conjoint de suivi de l'ensemble des projets financés par la République fédérale d'Allemagne au Togo est créé et se réunira dans les prochains jours pour convenir d'une feuille de route. La Banque ouest-africaine de développement BOAD a réuni ce matin à Lomé les acteurs du monde financier pour les sensibiliser sur les normes fiduciaires mises en place par l'institution régionale. Les normes fiduciaires sont un ensemble de mécanismes élaborés pour renforcer justement la gouvernance et les outils de gestion de la banque. Les précisions dans ce reportage de Carmen Madjé à Capo. La BOAD continue d'opérer les réformes nécessaires en son sein pour s'adapter à l'environnement des affaires. L'institution s'est dotée d'outils nouveaux afin de garantir l'efficacité de ses interventions. Le contenu de ces nouveaux mécanismes mis en place pour renforcer la gouvernance de la banque sont ici présentés aux acteurs du monde financier et aux partenaires de la banque. C'est important pour la banque d'avoir mis ces dispositions en place pour s'assurer que tous les fonds que nous mettons à la disposition des États membres et du secteur privé sont utilisés selon les conditions que nous avons prévues dans les accords de prêt et sont utilisés à bon escient. L'argent va là où on veut que ça aille dans le financement des projets. L'important du séminaire que nous organisons aujourd'hui, c'est que c'est une tournée que nous avons faite dans tous les 7 autres États membres et c'est le tour du Togo aujourd'hui. Et l'objectif, c'est d'informer nos partenaires sur tout ce que nous avons mis en place pour renforcer la gouvernance de la banque dans ce domaine-là. Depuis maintenant 46 ans, la BOAD s'attelle à remplir les missions que ses pères fondateurs lui ont fixées. Son empreinte est visible dans tous les 8 États membres, dans des domaines comme l'agriculture, les télécommunications, les infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, l'électricité et l'industrie. La BOAD a donc adopté depuis quelques années de nouvelles politiques pour lutter contre la corruption et la fraude dans ces opérations et protéger ainsi les lanceurs d'alerte. Ces mesures sont donc appelées les normes fiduciaires. Qu'entend-on concrètement par normes fiduciaires et quelle est son importance dans la banque? Les réponses dans ce dossier de Carmen Madjé à Capo. Au 30 novembre 2019, la Banque ouest-africaine de développement BOAD a financé 1196 projets publics et privés pour un montant global de 5 741,6 milliards de francs CFA. En ce qui concerne le Togo, à la même date, les financements de la banque se chiffrent à environ 700 milliards de francs CFA. Dans l'exercice de ses activités, la Banque ouest-africaine de développement BOAD n'a cessé de s'adapter aux défis de l'heure. Il s'est doté de nouveaux outils afin de garantir l'efficacité de ces interventions. Les normes fiduciaires, c'est tout ce que la banque met en place comme politique, procédure ou directive pour s'assurer que ces fonds sont bien gérés et pour mettre en place un bon dispositif de gouvernance, aussi bien au niveau en interne qu'au niveau de ces opérations qu'elle finance dans les États membres.
Et notamment, ça concerne la passation des marchés, s'assurer que les marchés sont passés dans qui respectent tous les critères que la banque a mis en place. La conformité environnementale et sociale, la lutte contre la fraude et la corruption et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Pour atteindre ces objectifs, la BOAD s'est dotée d'un ensemble de dispositifs politiques et procédures inspirées de bonnes pratiques et des standards internationaux. Nous avons un service d'investigation contre la lutte et la corruption. Nous avons un service de vérification de la conformité environnementale. Tous ces services-là ont pour travail de parcourir les États, de faire des missions et de s'assurer que justement toutes ces normes sont bien appliquées, aussi bien par la banque elle-même que par nos emprunteurs. Voilà. Et le constat est que pour l'instant, on a une bonne application de ces politiques et de ces directives. Les politiques, procédures et directives environnementales et sociales de la Banque ouest-africaine de développement BOAD fixent des normes minimales pour la conception et la mise en œuvre de projets de développement et d'investissement. En particulier les projets qui posent des risques importants pour l'environnement ou pour les communautés riveraines. Dans un communiqué, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, informe les partis politiques, les populations et toutes les parties prenantes au processus électoral que le traitement des données issues de la révision des listes électorales du 29 novembre au 2 décembre 2019 est en cours en vue de générer les listes électorales définitives. Dans cette perspective, les listes électorales provisoires seront affichées à compter du vendredi 20 décembre 2019 dans tous les centres de recensement de vote CRV relevant de chaque CELI pour consultation. À cet effet, il invite les électrices et électeurs à se mobiliser et se tenir prêts pour se rendre dans leur CRV de rattachement en vue de constater leur inscription effective sur les listes électorales provisoires, entamer la procédure de réclamation auprès des CELI de leur localité au cas où ils ne trouveraient pas leur nom sur les listes provisoires affichées, signaler les cas d'électeurs indûment inscrits sur les listes ou indûment radiés. Demander l'inscription sur les listes électorales des personnes régulièrement inscrites lors du recensement de 2018 et des révisions des listes de 2019, mais omises sur les listes provisoires affichées. Signaler tout cas de décès en vue de la radiation des électeurs décédés en apportant les preuves requises, c'est-à-dire les déclarations de décès, autorisation d'inhumer, témoignages de proches parents, faire part. Le président de la CENI compte sur la mobilisation effective des électrices et des électeurs, le sens de responsabilité des partis politiques et le civisme des populations pour le succès de cette opération, gage de la qualité du fichier électoral devant servir pour l'élection présidentielle de 2020. Signé le président de la CENI, Tchambakou Ayassor. La Cour des comptes du Togo veut mieux se faire connaître du public. Elle a à cet effet organisé une rencontre de dissémination de son plan stratégique ce jour. Un plan de 3 ans qui a permis donc aux participants, aux personnes présentes de se faire une idée de ce qu'est justement la Cour des comptes et comment elle fonctionne. Les précisions avec Solange Amandé, Robert Kotogbe et Dodo Waré. Après une décennie d'activité, la Cour des comptes dispose de son tout premier plan d'action stratégique d'implication des parties prenantes. Une boussole pour redynamiser son mode de fonctionnement et surtout mieux assurer la mission qu'elle s'est confiée. Ce plan triennal 2020-2022 va permettre une réelle implication des membres de la Cour et aussi ceux de la société civile pour une parfaite vérification des comptes et la bonne gestion des deniers publics. Ce plan va corriger des déficits de communication entre la Cour et les parties prenantes. C'est pour permettre à la Cour de partager sa visibilité avec toute la population sur les travaux, qu'elle est en train de faire. En tant que Cour, nous sommes en train de rendre
des arrêts. Des arrêts, c'est-à-dire de juger le compte des comptables publics. Donc c'est dans ce sens que nous voulons avoir nos partenaires qui font partie de ces parties prenantes pour essayer de mieux communiquer. Le franc qui est dépensé, le citoyen lambda doit savoir ce qu'on a fait avec ce franc qui est dépensé. C'est pourquoi nous devons communiquer, aller vers les citoyens pour leur dire, voilà, on a pris les impôts, voilà comment les impôts ont été dépensés. Oui, la stratégie pour l'implication des parties prenantes de la Cour des comptes du Togo va contribuer à l'implémentation efficace du PND 2018-2022. Après une présentation succincte du rôle de la Cour des comptes, chacune des parties prenantes a reçu des exemplaires du nouveau plan. Il a été élaboré avec le soutien et l'appui de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Et pour ces 3 ans à venir, la Cour des comptes du Togo veut donc accentuer sa communication pour se faire connaître un peu plus. Et sa mission, son fonctionnement, ses actions sur le terrain seront davantage exposées aux populations, et ceci à travers son plan stratégique. Les grands axes de ce plan stratégique, justement, décortiqués ce soir par le trio Solange Amandé, Robert Kotogbe et Dodo Waré. Quelques soucis techniques, nous reviendrons donc en détail sur les grands axes de ce plan stratégique de la Cour des comptes du Togo dans nos prochaines éditions. La direction de l'hygiène et de l'assainissement de base exécute en collaboration avec l'UNICEF Togo des activités du programme FMA, Fonds mondial pour l'assainissement, et ceci dans les régions des Savanes, Kara et dans 5 districts de la région des Plateaux. Et ce programme vise à assurer l'accès des populations à des services sécurisés d'hygiène et d'assainissement. Où en est le projet dans la Kara? Les réponses avec Nestor Mozo. Le programme Fonds mondial pour l'assainissement a démarré ses activités au Togo au cours du dernier trimestre de l'année 2014 en milieu rural en faveur de 1 206 000 personnes dans 2200 villages. Dans sa 3e phase intense, le programme a enregistré à la date du 31 juillet 2019 1 139 370 personnes vivant dans 1800 villages ayant mis fin à la défécation à l'air libre dans les zones cibles que sont les régions Kara, Savane et 5 districts de la région des Plateaux qui sont Dani, Amou, Wawa, Akebu et Moyemono. Les résultats obtenus découlent du meilleur suivi et de la coordination des activités planifiées. Les préfets des districts couverts ont contribué à la mise en œuvre du programme. C'est pour consolider les résultats acquis que le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a organisé cette mission d'appui aux préfets. Mission au cours de laquelle les bénéficiaires ont témoigné des bienfaits du programme. Nous ne mangeons plus nos déchets. Puisque avant on faisait la défécation à l'air libre. Les mouches se posent sur les déchets, elles se posent sur la nourriture et après tout nous mangeons, c'est dire que nous avons mangé nos déchets. Mais actuellement, à l'air libre, il n'y a plus de défécation et on est assuré que nous ne mangeons plus nos déchets. Depuis que nous avons construit les latrines, nous avons constaté que nous sommes en bonne santé. L'assainissement est désormais une réalité chez nous. Les maladies liées au manque d'hygiène et d'assainissement ont disparu. Maintenant, nous nous sommes rendus compte que c'est la défécation à l'air libre qui était à l'origine de ces maladies. Après la visite de terrain, les préfets, l'unité de gestion du programme, les responsables du Fonds mondial pour l'assainissement, de l'UNICEF et les agences de mise en œuvre se sont retrouvés autour du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales pour une rencontre de synthèse. Le programme Fonds mondial pour l'assainissement est prolongé pour la période 2019-2020. Le ministre a exhorté les préfets à accentuer la sensibilisation pour des résultats plus probants. Nos parents et nos grands-parents avaient des excuses valables. Ils n'avaient pas les informations que nous avons aujourd'hui, ces informations qui indiquent clairement que la défécation à l'air libre est source de maladies graves
Aujourd'hui, nous connaissons ses conséquences. Que en fait, ce sont ces défécations à l'air libre qui induisent des maladies et quelquefois des maladies mortelles, surtout en ce qui concerne les enfants. Je souhaite que le préfet, après cette rencontre, puisse sensibiliser les maires et leurs adjoints. Parce que, en réalité, aujourd'hui, la décentralisation est totale et l'assainissement, c'est la première prérogative des maires. Parce qu'ils doivent offrir la propriété à la population pour éviter des maladies. Sur les 39 préfectures que compte le pays, le programme ne couvre que 17 préfectures. Grâce au succès qu'il a enregistré, il est envisagé de l'étendre aux autres préfectures pour atteindre la fin de la défécation à l'air libre au Togo d'ici à 2030. La rencontre a tourné aussi autour des stratégies pour la mobilisation des ressources afin d'atteindre cet objectif. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et son collègue du commerce, de l'industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale communiquent. L'utilisation des améliorants alimentaires à base de bromates dans la fabrication du pain engendre plusieurs effets néfastes sur la santé humaine, dont le cancer. Pour ce faire, dans le souci de protéger la population contre les produits de pâtisserie et de boulangerie impropres à la consommation humaine, conformément à l'article 149 du Code de la santé publique, l'importation, la commercialisation et l'utilisation au Togo des dits produits sont interdites par l'arrêté interministériel numéro 098 du 13 juin 2019. En vue de faire le suivi de la mise en œuvre de cette mesure, les deux ministères s'apprêtent à organiser une campagne de contrôle systématique suivie de contrôle inopiné des améliorants alimentaires et pâtes de farine de blé sur toute l'étendue du territoire. Ce contrôle sera effectué dans les marchés, les boulangeries, pâtisseries, fabriques de pain par des services techniques compétents. Le ministre de la Santé et son collègue du Commerce exhorte les opérateurs économiques et les détenteurs de boulangeries, pâtisseries et fabriques de pain à se conformer aux dispositions en vigueur. Et c'est un communiqué conjoint donc du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa, et son collègue du Commerce, Koyo Adeji. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, forme depuis hier son personnel. Durant 3 jours, experts et techniciens vont échanger sur comment renforcer justement la protection des droits humains au Togo, et ceci pour permettre à la Commission d'améliorer son plan d'action. Voyons tout cela avec Edwige Atakmabasabi et Yata Arate. Le rôle des institutions nationales des droits de l'homme dans la promotion et la protection des droits humains n'est plus à démontrer. Et pour mener à bien cette mission, les membres et le personnel de la CNDH renforcent leurs capacités sur la mise en œuvre du mandat de promotion et protection des droits de l'homme d'une INDH conformément aux principes de Paris. Les thématiques sont liées aux missions fondamentales en fait d'une commission comme celle-ci, qui est une institution de l'État qui fonctionne de façon indépendante. Donc c'est important qu'il maîtrise suffisamment le mandat de protection des droits de l'homme. C'est la première en Afrique et elle a déjà une longue expérience et visiblement la Commission du Togo maintenant est dans une phase de renaissance et il faut qu'elle renaisse avec le souffle qu'il faut et garder les standards internationaux acceptables. Occasion de revisiter les techniques de monitoring et d'investigation des violations des droits de l'homme et la procédure établie pour la réception des plaintes soumises à une INDH. La thématique de la formation, c'est sur la mise en œuvre du mandat de la promotion, de la protection des droits de l'homme et de l'organisation d'une institution nationale des droits de l'homme conformément aux principes de Paris. Selon les principes de Paris, il y a 3 sortes d'accréditation. Le A, le B et le C. Le A, ce sont les institutions nationales des droits de l'homme qui sont conformes à ce principe de Paris. Les principes de Paris, c'est quoi? L'indépendance, la pluralité dans la composition des membres, un mandat très large et sur aussi la durée du mandat des membres
et les moyens suffisants. La CNDH doit la tenue de cette rencontre à l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme et à l'Organisation internationale de la francophonie. Les INDH sont aujourd'hui consultés sur toutes les questions relatives aux droits de l'homme. Droits de l'homme, soyez-en. Justement, sont célébrés le 10 décembre de chaque année à travers le monde. Le collectif des associations contre l'impunité et la torture CACIT célèbre en différé cette journée à travers plusieurs activités. Et depuis lundi, des défenseurs des droits humains venus d'Afrique et d'ailleurs réunis à Lomé échangent sur la vulnérabilité des personnes en mouvement en Afrique. Les précisions dans ce reportage de Ferdinand Diassoa et Abidé Nyazingbe. De prévention Dans ce jardin de l'hôtel Onomo, la question migratoire et ses conséquences au cœur du débat. Un panel d'échange entre défenseurs des droits de l'homme venus d'Afrique et d'ailleurs. Ici, il passe au peigne fin plusieurs thématiques liées aux droits humains. Les liens entre la migration et la torture, la vulnérabilité des personnes en mouvement et le passage en revue des textes régissant la migration sur le continent africain et dans le monde, autant de sujets abordés. L'initiative est du collectif des associations contre l'impunité au Togo CACIT et l'Organisation mondiale contre la torture OMCT. Avec l'appui de l'OMCT, le CACIT a souhaité organiser cet atelier de travail pour donner des outils aux participants qui sont venus de partout d'ailleurs pour pouvoir accompagner ceux qui sont victimes souvent de cette torture et voir s'il y a possibilité de prévenir ces actes que subissent certains migrants. C'est vrai que la migration parfois peut être volontaire, parfois ce n'est pas nécessairement volontaire et tout individu peut être migrant d'un jour à l'autre. Et donc il ne faut pas que les gens pensent que ces migrants-là ne méritent pas le respect de leurs droits. On parle des aspects sécuritaires, on parle des aspects des contrôles, mais on parle très peu de la vulnérabilité des victimes, y inclut les femmes et les enfants dans les routes migratoires. Et je crois qu'on a besoin d'un changement de perspective sur le problème migratoire. On a discuté avec les experts qui font partie de tous les États où il y a de la route migratoire, qui travaillent avec les migrants, qui voient les problèmes. À l'issue des échanges, des conclusions seront tirées des plaidoyers à l'endroit des différents États. Pour le procureur général de la République, c'est une rencontre qui vient appuyer les efforts du gouvernement en matière du respect des droits de l'homme, surtout au cours de ce mois de décembre où ces droits sont célébrés dans le monde entier. Il a souhaité que ces genres de rencontres se multiplient afin que chaque citoyen joue sa partition pour l'enracinement de la démocratie. La dette payée, il ne restait presque rien ou parfois encore... La Direction générale des mines et de la géologie s'est dotée cette semaine de systèmes de cadastre minier, d'information géologique et minière et de gestion électronique des documents. Il s'agit d'outils électroniques destinés à une gestion plus transparente du secteur minier au Togo. Le compte rendu avec Estelle Komlani et Edem Sousoupo. Le secteur minier a désormais son guichet unique. Une réforme qui permet la transparence dans les procédures d'attribution de permis et titres miniers au Togo. Logés au sein de la direction des mines et de la géologie, les systèmes de cadastre minier, d'information géologique, minière et de gestion électronique des documents viennent révolutionner toute la chaîne de valeur des industries extractives. Le cadastre minier est un dispositif public qui gère les titres miniers du Togo. Il intègre en son sein les aspects réglementaires et institutionnels de l'administration des droits miniers. Il est la pierre angulaire d'une gestion des ressources minérales. Lorsque vous êtes promoteur, vous voulez investir dans le secteur minier, vous constituez votre dossier. Le dossier est transmis au ministre des Mines et des Énergies qui donc l'attribue au service technique que nous sommes. Et au niveau donc de ce système-là que nous venons donc d'inaugurer, qui est donc le cadastre minier, il y aura une analyse du dossier. Dès lors que votre dossier est jugé recevable, dans un délai de 2 plus 1 mois, vous avez votre permis
de recherche ou permis d'exploitation. 2 portails électroniques sont disponibles pour la gestion des données géominières du Togo. Ici au Togo, nos missions ont été de mettre en place tout d'abord une plateforme pour l'information géologique et minière afin de promouvoir la géologie togolaise sur la scène internationale et aussi de mettre en place un système, le système de cadastre minier qui représente la porte d'entrée du secteur minier pour un pays. Ces 2 plateformes sont bilingues et ont été mises en place tout en suivant les standards internationaux plus connus sous le nom de bonnes pratiques internationales en matière de gouvernance et de transparence. Le portail ne vous permet que de visualiser les données. Vous ne pouvez en aucun cas télécharger quoi que ce soit. Donc, je vous rassure également que toutes les données, toutes les bases qui ont été mises en place dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, l'accès est assujetti à la possession d'un nom d'utilisateur et d'un code d'accès. Ces dispositifs numériques de gestion efficace du secteur minier donnent confiance aux investisseurs et améliorent les fonctions d'inspection. Cette technologie a été rendue possible grâce au projet de développement de gouvernance minière PDGM financé par la Banque mondiale. Il est prévu pour 5 ans et a démarré en 2015. Cet aspect important. Le Togo regorge de beaucoup de potentialités culturelles et touristiques et on estime leur contribution à des milliards de francs CFA au PIB par an. Et élus locaux et entrepreneurs culturels de la région maritime sont sensibilisés justement sur cette réalité du côté de Tchévier et ils découvrent ensemble les stratégies à mettre en place pour valoriser et exploiter plus efficacement les richesses culturelles et touristiques du terroir. Voyons cela avec Ekui Sala. Chaque année, des touristes franchissent les frontières du Togo à la découverte de ses richesses culturelles et touristiques. En 2018, le pays a enregistré 712 000 touristes pour 48 milliards de francs CFA engrangés selon le ministère en charge de la culture et du tourisme. Ces potentialités, des élus, agents locaux et entrepreneurs culturels se les approprient. L'idée, c'est de leur permettre d'être à même de conserver et valoriser les richesses culturelles et touristiques de leurs ressorts territoriaux. Ceci pour promouvoir le développement local. Lorsqu'on parle de la culture et du tourisme, c'est 2 choses qui vont de pair. Et quand les touristes viennent dans un pays, il faudrait qu'ils découvrent les richesses culturelles et culturelles de ce pays. Donc, il va de soi que les acteurs culturels locaux soient outillés, histoire de pondre des projets qui puissent permettre quand même de combler les attentes et les objectifs du plan national du développement. Nous, acteurs culturels locaux, c'est de notre devoir d'appréhender, de maîtriser les méandres de ce plan national du développement, histoire de permettre à nous, acteurs culturels, d'écrire des projets susceptibles de générer des revenus pour nos populations. Cette séance de sensibilisation et de formation est initiée par l'association Culture, Paix et Développement en synergie avec le cabinet Tact Expertise. Il est très important dans le cadre du PND que toutes ces potentialités-là soient mises en œuvre, que ces potentialités soient transformées en richesse et en création d'emplois. C'est fort de tout ceci que l'association CPD a initié cette série d'ateliers de formation à travers le territoire national. Et bien entendu, ce sont les régions qui sont ciblées. Bien entendu, ce sont les élus qui sont également concernés, de même que les ONG, les associations de femmes, les associations d'artistes et autres concernés par le développement local. La rencontre devra également aider les participants à maîtriser les techniques de montage des projets culturels et les démarches à entreprendre pour trouver des financements pour leur réalisation. L'initiative va prendre en compte les différentes régions du pays avec pour finalité d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des axes 1 et 3 du plan national de développement. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.